Le sans filtre, c'est quoi? Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session du vrai débat. Je suis avec bien sûr nos invités, mais aussi avec les collègues à qui je passe la parole tout de suite pour que vous voyez qui est là dans la team Écologie, Démocratie, Solidarité dans les députés. J'ai cru voir Paula et Delphine. Paula, bonsoir. On n'a pas Paula en ligne. Est-ce que Delphine, bateau, tu es avec nous? Non plus. Ah ben, elles ont dû retourner en séance. Alors, on va peut-être commencer les 9 heures. Avant d'accueillir nos invités, on va aller en séance voir ce que nous raconte le président de séance et le premier amendement. Je crois que c'est un amendement d'Aurore Berger. On va tout de suite en séance et puis après, on revient pour présenter les invités. Et comme d'habitude, vous posez vos questions en commentaire. À tout de suite. On va faire un petit tour de séance, voir l'ambiance. Ont été présentés. La rapporteure a donné un avis favorable à son amendement et défavorable au sous-amendement. Le sous-amendement 7300 a été retiré. Un nouveau sous-amendement a été déposé, le sous-amendement 7312, sur lequel un scrutin public a été demandé. Je fais annoncer le scrutin dans l'hémicycle. Bon, scrutin public, tout le monde connaît maintenant. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le redire. 7312, donc le sous-amendement que j'évoquais. Oui, je voudrais saluer ici le dialogue que nous avons eu avec Madame la rapporteure et Madame la ministre pour réécrire ce sous-amendement qui était effectivement justifié. Il prévoit effectivement que le système dérogatoire prévu à dessein par notre rapporteur n'entame pas le reste du processus législatif et notamment la capacité à sanctionner une faute de communication dit greenwashing ou blanchiment au même titre que les autres allégations commerciales trompeuses. Merci pour cette coopération et pour se féliciter d'avoir ensemble mieux écrit la loi. Bon. Merci. Alors donc, on voit il nous faut l'avis très de la commission du mobilisé. gouvernement sur le sous-amendement. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Vous rappelez, Merci, lundi Monsieur le soir, il avait Président. eu une défense d'amendement très forte, mais là, on voit que l'ambiance est revenue un peu à la collaboration. Il vient de se féliciter d'un travail de réécriture avec la rapporteure. Donc, ça veut dire que peut-être les esprits se sont apaisés, qu'il y a eu là un petit travail en commun. Alors, on a deux questions de Kobaru et de Voras, effectivement. Enfin, la première sur le scrutin public. Oui, c'est un scrutin où les votes nominatifs de chaque député sont enregistrés au niveau des votes. Donc, ces scrutins doivent être annoncés 5 minutes avant le vote, au minimum. Et c'est ce que vient de faire le président avec sa phrase voilà, qu'il était saisi par un groupe de demandes de scrutin public et donc que le vote public était annoncé. Pouvez-vous nous rappeler combien d'articles sont prévus au total SVP? Alors, de mémoire, 73, mais David Glotin, qui est l'un de mes attachés parlementaires et qui est en ligne avec nous ce soir, va sûrement me confirmer ou me corriger. Est-ce qu'on est, David, autour de 73? N'hésite pas à nous le dire, je lui passerai la parole tout à l'heure. De toute façon. 72, avis ça vous favorable, va. commission du gouvernement. Redis-moi, j'ai pas entendu. Combien d'articles dans cette loi aujourd'hui? 126 avec les articles terre, quater, Avec les articles etc. je vous donnais le chiffre de l'entrée en commission, effectivement. Eh bien, bienvenue. On commence donc avec tout ça. Husk nous dit qu'il y a un problème de mode de diffusion, 1080p. Voilà, mais quelqu'un d'autre lui donne immédiatement une façon pour changer la qualité. Voilà. Et Delphine Bagari, une autre collègue députée que je salue, lui dit excusez-nous, on débute. C'est vrai qu'on débute tous sur Twitch. En tout cas, voilà, il y a déjà beaucoup de commentaires. Je vous propose d'accueillir nos invités. On a fait 3 x 3, 9. Je commence avec les 3 premiers invités. Ensuite, le collègue Aurélien Taché aura une deuxième fournée d'invités. Et puis, après, Paula Forteza va revenir avec une troisième série. On est très content de mettre toute cette jeunesse à l'honneur, tous ces jeunes mobilisés, chacun à sa manière. Alors, heureux d'accueillir Hugo Viel, Lou Garcia et Camille Etienne. Je t'entends plus, Mathieu.
T'étais sur une bonne lancée pourtant, c'est dommage. Ouais, mais je reçois un appel, voilà, donc désolé. Je vous propose qu'on commence par Camille Etienne. Vous l'avez vu beaucoup sur toutes les mobilisations climat. Camille, si tu es là, bienvenue à toi. Et voilà, 5 minutes, carte blanche, ou 10 minutes même si tu veux, mais 5 minutes sur voilà, ta raison de ta mobilisation. Et pendant ce temps-là, on va continuer à suivre ce qui se passe en séance sur cet amendement un peu greenwashing de la rapporteure. On y reviendra tout à l'heure. Camille, bienvenue. Merci beaucoup, en tout cas, déjà de faire ça. C'est vraiment hyper important pour moi. Et en fait, pour moi, c'est important de continuer, de commencer peut-être avec un petit peu de vulgarisation encore, parce que j'invite vraiment, j'espère qu'il y a des gens qui nous suivent et qui ne sont pas du tout au courant de tout ça. Moi encore, je me sens pas du tout légitime sur plein de sujets parce que c'est tellement grand qu'il y a plein de choses tous les jours à être au courant. Et donc, ce que je vous invite à faire déjà, c'est à vous renseigner et à le faire là, typiquement en suivant ce genre de live. C'est un des très bons moyens de le faire. Donc, du coup, je me permets un petit récap si c'est la première fois que vous arrivez sur le débat sans filtre. En gros, qu'est-ce qui se passe dans cette loi climat? L'idée, c'était la fameuse Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens tirés au sort, représentatifs de la population française, mandatés par Emmanuel Macron en personne pour réduire de 40% nos émissions d'ici 2030. Trouver des solutions concrètes dans un monde où on parlait uniquement de l'urgence, etc. Et en fait, donc super, ces gens ont travaillé pendant plus de 6 week-ends avec plein d'experts. Ils ont auditionné plein de gens, autant le patron de Carrefour que Valérie Masson-Delmotte, donc pas du tout que des écolos. Et ce qui est très beau, c'est de voir qu'en quelques semaines, il y avait des gens qui étaient climato-sceptiques au début, et ils sont arrivés à mettre en place des mesures très ambitieuses qui permettraient à la France simplement de tenir sa promesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel Macron s'est engagé à les faire passer sans filtre, donc soit par référendum, soit par règlement, soit par, là, typiquement dans une loi. Et donc, d'où cette fameuse loi climat. Cette fameuse loi climat qui était censée reprendre une partie des mesures de cette convention citoyenne. En réalité, quand on regarde, le diable se cache toujours dans les détails. Et quand on regarde les propositions de la convention, typiquement sur l'aviation, on interdit les vols. Il y a une alternative en train de moins de 4, qui est de moins de 4 heures. Le gouvernement a transformé ça en 2h30 et en fait, ça concerne presque pas de lignes. Pareil pour la publicité. On disait on interdit la publicité sur les produits polluants. Et là, ça s'est transformé en on interdit la publicité sur les énergies fossiles. Mais est-ce que vous avez déjà vu, je ne sais pas, un Total faire la pub du pétrole? C'est un truc qui est complètement hors sol et déconnecté de la réalité. Donc en fait, c'est tout ça. Sur les voitures aussi, en gros, il y avait un malus sur les voitures de plus de 1400 kilos, qui était un quart du parc automobile. Enfin, ça représentait des vrais efforts en termes de réduction de gaz à effet de serre, et ça s'est transformé. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que quand on regarde vraiment les détails de cette loi, on voit bien que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas eu, que le gouvernement ne tient pas sa parole. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis, depuis plusieurs jours aussi, avec Hugo et tout ça, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bon, très bien, puisque le gouvernement ne veut pas faire passer sans filtre là. Nous, on était avec Hugo déjà au Conseil des ministres, avant que cette loi arrive à l'Assemblée, pour aller titiller les ministres et dire, on vous regarde, on attend de vous que vous soyez à la hauteur. Ça n'a pas été le cas, tant pis. Du coup, maintenant, cette loi arrive à l'Assemblée nationale, donc nous aussi, on arrive à l'Assemblée nationale. On a fait la plus grosse marche depuis 2019. On était 100 000 partout en France et 55 000 à Paris. Et on ne pouvait pas s'arrêter là et dire quoi? Après, vous vous débrouillez, merci le député. Non. On s'est dit très bien, il faut qu'on continue le combat, il faut qu'on continue de mettre la pression. Et donc, puisque ce gouvernement décide de ne pas respecter la démocratie, nous-mêmes, on va faire venir la démocratie à eux. Et donc, dans ce cas, on va se poster là pendant 3 semaines. C'est vraiment parti d'une blague où on s'est appelé cette bande de potes d'activistes là de 5-6 personnes. Et en fait, on dit, venez, on fait ça et pourquoi pas, ce serait drôle. Et on s'est retrouvés à vraiment décider de camper. On se relaie. Là, moi, j'étais partie 2 jours. Je vais reprendre ma permanence à partir de mercredi. On se relaie pour que, en fait, on a juste pris notre petite pancarte. Les premiers jours, on était 4, quoi. On était nous 4. Et puis, j'ai fait une petite story. On s'est retrouvés avec 1 ou 2 personnes, des gens qui passaient par là, des voisins. Pas du tout des militants, des gens pour qui c'était pas forcément, des fois c'est leur première action, des jeunes, des vieux, des infirmiers, des gendarmes. On a vraiment eu, c'est assez beau ce qui se passe, il y a un petit arrière-goût de nuit debout. Et en fait, il y a tout ce qui nous manquait, c'est-à-dire que non seulement ça fait du bien d'être ensemble, de pouvoir débattre, et il y a des trop belles histoires, et des gens qui se rencontrent, qui se connaissaient pas, on crée du lien, tout ce qui nous manque, des étudiants isolés, des retraités isolés qui se retrouvent, et il y a des belles histoires, plein de gens qui reviennent. Donc il y a vraiment un truc qui est en train de se passer.
et surtout aussi beaucoup de députés qui viennent nous voir, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Vous avez vu On n'est qui pas pour du tout. l'instant alors Eh en bien, groupe? Mathieu, tu as été le premier à être venu nous voir. Et après, on a eu aussi beaucoup de députés de la majorité. Et ça, on est très contents. Dimitri Houbon, Bien. Valérie Petit. Alors, voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent de cette loi, de ce qu'ils essayent de faire, les députés de la majorité? Non. En fait, je pense que là, Hugo et Lou, qui étaient là, Je vote pour. j'entends Je du leur bruit. passer la parole après. Vous développerez pour le débrief de ces 2 derniers jours. Mais nous, au début, en fait, ce qui était assez intéressant, c'était de voir. Alors, il y a ceux qui viennent nous soutenir, et puis il y avait des députés pas d'accord. Typiquement, avec Valérie Petit, on avait beaucoup discuté de la cantine et du menu végétarien. C'est notre principal point de désaccord. Et aussi sur la publicité, où elle était plus dans la volonté de défendre une liberté absolue, de dire en fait, on va éduquer les gens, on va éduquer les citoyens sont capables de faire des choix libres et donc on va rien interdire. Donc c'était cette question de punitif, pas punitif. Et donc nous, on essayait de déconstruire certains trucs. Il y a certaines mesures où en fait, je pense que pour la publicité, je pense pas qu'on a réussi à vraiment la faire changer d'avis, mais je pense que sur à la cantine, j'attends de voir ce qu'elle va voter, mais on avait plutôt, on est ressorti assez content de cette discussion. On a senti qu'on avait réussi à bousculer quelques trucs parce qu'elle disait en fait ça coûte plus cher, on peut pas, alors qu'on lui rappelait quand même que le coût de la viande contre le coût des légumes, c'est aussi un choix politique de soutenir nos agriculteurs et de voter en termes de santé publique, ça nous coûtera moins cher aussi parce qu'on sait les corrélations entre la santé et un régime trop carné. Très Donc bien. c'est très Peut-être intéressant. juste, Camille, si ça te va, je vais passer la parole. Après, je te la redonnerai évidemment. Il y a pas mal de questions d'ailleurs sur l'évaluation des propositions. Fred qui nous dit mais pourquoi pourquoi on n'a pas les chiffres, etc. On va faire un atelier, un échange spécifique sur où sont les tonnes de CO2 évitées, quelles mesures permettent d'éviter combien de tonnes de CO2. On fera tout ça demain soir avec des experts. Et donc, j'invite Fred et les autres à être connectés demain soir. Avant de passer la parole à Lou et à Hugo, ce que je vous propose, c'est de passer la parole à l'un de mes assistants parlementaires, David Plotin, qui lui aussi était devant l'Élysée. On voit qu'il y a eu un scrutin public là pour 75 contre 2. Est-ce que tu peux nous dire où on en est, David, dans le texte, et puis quel est l'esprit des amendements qui sont présentés là? On va peut-être d'ailleurs commencer par Aurore Berger qui commence la présentation de son amendement et je te repasse après la parole. Aurore en séance, si ça va à la technique. Et bien qu'il soit aussi également affiché dans la publicité. Je crois que c'est un point sur lequel nous pouvons tous nous accorder. Si on crée un affichage environnemental, c'est parce qu'on croit à la capacité des consommateurs à être encore une fois éclairés dans leur choix. Et donc il faut évidemment que cela puisse figurer dans la publicité. Je crois que c'est un vrai pas en avant sur la publicité responsable. Donc je vous invite et vous engage à voter favorablement à cet amendement. Donc un amendement, vous rappelez dans l'article 1, l'article sur l'affichage environnemental sur les produits. Et en fait, l'amendement qui est ici présenté par Aurore Berger généralise cet affichage pour toutes les publicités sur ces produits. Voilà, ça ne mange pas de pain, c'est plutôt pas mal. J'imagine que tout le monde devrait voter ça à l'unanimité. David, je te passe la parole. Ouais, merci Mathieu. Alors, pour faire un point sur l'avancement, on est actuellement à discuter des amendements après l'article 4, donc des amendements qui visent à ajouter un article entre l'article 4 et l'article 4 bis dans le projet de loi. On est toujours sur la thématique consommée et de la publicité plus précisément. Donc là, c'est des amendements un peu divers sur des amendes. Par exemple, là, l'amendement Berger qui vise comme l'a dit Mathieu, à obliger les publicités à appliquer l'affichage environnemental. Ensuite, on se dirigera tranquillement vers l'article 4 bis qui, lui, vise juste à mettre une amende sur les pubs pour des voitures ou d'autres véhicules à moteur qui mentionneraient pas, qui n'inciteraient pas à utiliser des mobilités actives. Vous voyez, comme le manger-bouger un petit peu, mais là pour la mobilité. Et ensuite, on attaquera un article intéressant qui est l'article 5 de ce projet de loi qui vise à mettre en place des codes de bonne conduite pour les publicitaires. Et donc, c'est là que le gouvernement se défend en disant « mais regardez, on régule la pub,
on va demander aux publicitaires de s'engager pour des codes de bonne conduite. Alors, Et nous, Mathieu peut peut-être nous David, dire. David, Ouais. nous avons un amendement en discussion commune, le 21-21 de Delphine Bateau, qui effectivement généralise l'obligation de l'affichage environnemental pour toute publicité, et avec un décret en Conseil d'État qui précise les conditions d'application et les sanctions applicables en cas d'infraction. C'était une recommandation du rapport de Thierry Liebert et Guéraud Guibert. Il y a aussi une proposition du WWF, une des grandes ONG environnementales françaises, là-dessus. Est-ce que c'est un peu une question piège, mais est-ce que tu as en tête là les différences avec l'amendement d'Aurore Berger? Est-ce qu'elle avait une sanction, elle, notamment? Je réouvre en même temps, mais comme ma connexion est un peu foireuse. Alors, je regarde en live. Oui. Oui, il y a une sanction prévue dans l'amendement Berger, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il peut y avoir une amende de 50 000 €. Mais alors, pour quel manquement, ça, il faudrait que je lise plus précisément. Bon, on est dans les mêmes idées. En tout cas, ça devrait passer. Et comme souvent, c'est celui de la, évidemment, de la rapporteure qui va passer. Une question pour Camille. Question posée sur le chat, est-ce que les publicitaires sont venus vous voir pendant ces 3 jours? Enfin, Camille et les autres, hein, puisque Lou était présente. Et vous, les deux, enfin, les trois, là, on y est tous les jours. Alors là, non, je crois pas qu'on n'a pas de publicitaires pour l'instant qui sont venus. Hugo et Lou, on n'a pas vu que j'ai loupé, on est d'accord? Pas de publicitaires. On n'a pas eu trop de lobbies pour l'instant qui sont venus. On a plutôt eu des députés ou des... Non, pas spécialement publicitaires à ce jour. Mais tant mieux. Quoique ce serait intéressant de parler avec eux. Alors, Vorast demande est-ce qu'on a des exemples à diffuser de pubs avec l'affichage environnemental? On peut peut-être essayer de vous trouver effectivement quelques pubs pour vous montrer, sachant que l'affichage expérimental est en cours de, comment dirais-je, de déploiement. On accueille, je vois dans le chat, l'un des 150 de la Convention citoyenne. Ils ont eu, on en a invité quelques-uns, d'autres sont présents. Bonjour Sylvain Burquier qui est sur le chat, et je propose qu'on le prenne en invité surprise. Si quelqu'un de mon équipe peut envoyer à Sylvain le lien Zoom pour être intervenant, parce que Sylvain, c'est à la fois un des 150, mais en plus, dans la vie, il est publicitaire, donc il est doublement intéressé aujourd'hui. Et je vous propose, si mon équipe m'entend, que vous passiez à Sylvain Burquier, dont on a les coordonnées, notamment dans mes messages privés Twitter, comme on a déjà échangé par ce canal, de lui envoyer. Il est dans sa cuisine. Et bien, on sera content, Sylvain, de voir ta cuisine. Bon, le collectif Touche pas à ma vitrine, dont on a parlé, dont on reparle en chat hier. Vous avez vu que grâce à vous, hier, Twitcher et Twitcheuse, on a découvert que ce fameux collectif Touche pas à ma vitrine, qui était présenté comme un collectif de petits commerçants, est en fait un collectif monté par un fabricant d'écrans vidéo pour faire de la pub dans les vitrines. Ah là là, comme c'était bizarre, mais génial d'avoir trouvé ça grâce à votre intelligence et astuce hier pour remonter à qui avait déposé le nom. Donc ça, c'est quand même assez génial. En attendant que Sylvain Burquier de la Convention citoyenne nous rejoigne, je passe la parole par exemple à Lou. Lou de l'association Déclic. Qu'est-ce que c'est que l'association, enfin, qu'est-ce que c'est que Déclic? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai l'impression que vous étiez quand même un peu lobby sur cette loi. Explique-nous ça et bienvenue à toi. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis ravie d'être là ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir et je trouve ça hyper innovant d'être sur Twitch. Je suis ravie. Il y a quelques jours, il y avait un petit jeune qui est passé à la permanence de 13 ans et qui nous a dit « Je vais vous faire des trucs super sur TikTok ». Donc là, on va être partout. Je suis vraiment ravie. Oui, pour vous expliquer un petit peu Déclic, on s'est créé en fait de manière super spontanée il y a 1 an maintenant, où c'était juste le premier confinement et on ne savait pas trop quoi faire. Il y avait cette fameuse réflexion sur le monde d'après. Et on s'est dit, pourquoi pas se réunir entre camarades de classe. Donc, nous, c'était surtout à Sciences Po dans notre master de politique environnementale. Et en fait, on s'est mis par petits groupes thématiques et on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour le fameux monde d'après. Et tout ça, toute cette petite idée un peu spontanée, ça a fini par être un rapport de 43 propositions qui a été publié en à peine 2 mois sur notre site internet. 43 propositions pour la transition écologique et qui est dans un esprit de 43 propositions pour la transition écologique. Et donc, je m'entends.
Mais donc voilà, on a fait ça. Et en fait, après, on est passé au croc au-dessus en se disant qu'est-ce qu'on peut faire de ces propositions concrètement. Et on a travaillé dans un premier temps sur le projet de loi de finances avec Green Lobby qui nous a aidés. En fait, ils nous ont formés à rédiger des amendements parce que nous, on ne savait pas le faire. Et ensuite, là, maintenant, on travaille sur le projet de loi climat et résilience et on a rédigé 86 amendements, dont beaucoup, j'imagine que vous avez bien reçu Mathieu, Delphine, Paula qui est là aussi. Tout le monde, toute l'équipe nous a beaucoup soutenu. Donc nous, c'était vraiment super. Et donc oui, en quelque sorte, on est devenu un lobby. Donc c'est aussi pour rappeler que le lobbying, c'est pas un gros mot. C'est la défense des intérêts. Donc ça peut être pour des intérêts pour nous qui sont en faveur de la transition écologique. Mais on a fait ce travail en fait de se rapprocher des députés et de montrer aussi qu'on était là pour collaborer avec eux et pour leur venir quelque part en aide parce que leur travail est extrêmement lourd. C'est-à-dire que si on le prend à cœur, ce travail de député, il est considérable. Donc nous, vraiment, la volonté, c'était de se rapprocher d'eux, d'être en discussion. Et là, c'était pour moi une apothéose finalement d'avoir ces discussions en direct devant l'Assemblée nationale parce que le dialogue était très constructif. On n'avait pas là forcément, c'était des députés qui étaient plutôt d'accord avec nous. Mais globalement, en fait, il y a des gens avec qui on a discuté de choses, on a un peu débattu. Voilà, est-ce que ce nom menu VG, est-ce que finalement, il va être pertinent pour atteindre des personnes qui ne sont pas convaincues comme nous, qui ne sont pas dans nos positions? Est-ce qu'on change de wording? Et ce qu'on a voulu leur faire comprendre, c'est que vraiment, on est là pour aider, on est là en discussion, on est ouvert, même si on peut être un peu traité de radicaux des fois par notre détermination et notre détermination et notre jeunesse et notre fougue à vouloir faire changer les choses. On est aussi assez intelligent et ouvert d'esprit pour engager le dialogue et c'est ce qu'on a voulu montrer avec cette permanence-là. Parfait. Merci, Lou. Avant de revenir en séance, on a un amendement qui passe bientôt. Je vois que là, qu'est-ce qu'il nous reste? On a un berger dont on a discuté. Ensuite, je ne vois pas le deuxième. Après, Alauzet, un député plutôt écolo de la majorité. Delphine Bateau, il est passé peut-être. Mais comme vous le savez, on ne peut dire que défendu sur nos amendements. Allons passer quelques secondes d'ailleurs en séance et après, je passerai la parole à Sylvain Burquier de la Convention citoyenne qui vient de nous rejoindre. Alors, on va un peu en séance. Le 564, Monsieur Lambert, Monsieur François-Michel Lambert, défendu, défavorable commission, défavorable gouvernement. Mais au voix qui est pour, contre, rejeté. Le 708, Monsieur Bazin, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mon collègue Jean-Marie Sermier m'a confié la mission de représenter notre collègue Julien Dive, qui veut, à travers cet amendement, évoquer la problématique on peut nous mettre son amendement à l'écran. Vous savez bien, ça a déjà Donc là, Mathieu, on a un amendement de Delphine Bateau qui va arriver, le 2137. Salut. C'est Émilie Cariou que vous venez d'entendre. Bonjour Émilie. Oui, salut. Donc c'est un amendement qui vise à fournir aux consommateurs dans les publicités et les documents relatifs aux véhicules particuliers une information sur leur coût de revient kilométrique. Et l'objectif est de faire en sorte que les consommateurs se rendent compte que les véhicules, notamment électriques, sont souvent moins coûteux que les véhicules thermiques. Donc là, voilà. Malheureusement, on ne pourra pas le présenter. On espère qu'on reste en séance. Merci Émilie pour tout ça. Pour voir De fait, je pense que ce sera satisfait parce que nous venons d'adopter aussi ce qui est sur la lutte contre le blanchiment écologique, c'est-à-dire que des publicités, encore une fois, qui auraient des allégations trompeuses en matière environnementale ne pourraient plus exister. Elles encourraient demain des sanctions qui seraient renforcées, mais je me réjouis de voir que vous souhaitez aller plus loin parce que vous avez parfois déposé des amendements qui permettaient de garder la publicité sur les énergies fossiles. Alors, je veux bien qu'on lutte contre les capsules de café, mais luttons aussi contre la publicité sur les énergies fossiles, si je puis me permettre. Donc, défavorable. Madame la ministre. Sauf erreur, elle n'a pas donné sur le 21-30. Merci. Amendement permettrait tout simplement un détournement de l'interdiction en collant une étiquette en papier sur la capsule. Donc je pense que ce n'est pas une rédaction adéquate. Je mets donc au voie cet amendement 708 qui est pour, contre, rejeté. Le 2137 est défendu.
Avis de la commission défavorable. Gouvernement également. Donc là, on pourrait faire, vous voyez, sur l'amendement de Delphine Bateau dont nous parlait Émilie Cariou, il n'y a pas eu de justification ni de l'avis défavorable du gouvernement, ni de l'avis défavorable de la rapporteure. Et donc, on pourrait à nouveau, comme ça a été fait hier, faire un rappel au règlement en demandant à ce que le gouvernement et la rapporteure donnent un avis. On l'a fait hier. Et vous voyez que le gouvernement et la rapporteure ne se fatiguent pas beaucoup. Voilà. Alors, après Lou, je passe la parole à Hugo. Non, j'avais dit à Sylvain, pardon, je me mélange. Sylvain, l'un des 150. À toi, bienvenue à vous, pardon. On se voit. Bonsoir, on se tutoie ou on se voit. Ça dépend sur les. Merci de nous avoir rejoints. Alors, merci, j'ai vu, enfin, on suit depuis l'autre jour. Vous aviez un beau plateau de 150 le premier soir, je crois. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Enfin, en tout cas, ce format est super bien fichu. Donc, nous, ça nous intéresse d'autant plus. Mais étant un peu de la partie sur la partie publicité, on en avait discuté plusieurs fois avec Mathieu, que j'avais interpellé pour la première fois au début sur ce genre de sujet. Moi, je trouvais ça particulièrement intéressant. Voir ce qu'ils offrent. Vous m'aviez engueulé même sur Twitter. Un peu. Notre premier échange, c'était une engueulade sur Twitter, je me rappelle très bien. En fait, étant de la partie, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas que je suis forcément plus au courant ou apte à juger, mais en tout cas, j'ai eu tout le déroulé. Et en tout cas, c'est un petit peu que je sais de quoi je parle. Et il y a certains sujets où j'ai vraiment pu décrypter que l'univers des médias et de la communication, de la publicité, qui sont porteurs de plein de choses pour effectivement, et même pour nos mesures. En fait, on a eu beaucoup de réunions avec des 150 où on a été confronté à tout secteur, des gens de BETC, Mercedes SRA, etc., qui nous ont démontré, une fois qu'ils avaient compris que l'opportunité était là pour eux de vendre plus et d'avoir des budgets qui grossissent, ça les dérangeait pas. Mais ils ont mis longtemps en fait à accepter, entre le siphonnage qu'ils ont fait absolument dégueulasse, parce que c'est ce qui s'est passé quand même pour qu'un secteur puisse publier, je crois que c'est dans le JDD, ils avaient publié une tribune pour démonter les mesures de la Convention climat qui, certes, certaines sont dures. Moi, je trouvais que, par exemple, interdire l'affichage comme on avait dans nos mesures, c'est quelque chose qui, je crois, n'est pas constitutionnel et qui est particulièrement difficile à appliquer. Après, moi, j'étais plutôt arc-bouté sur l'affichage digital, que je trouve une hérésie. Et quand on fait de la communication, du marketing, ce n'est pas forcément un gros mot. Une bonne campagne, ça se jauge à l'aune de sa pertinence et on peut vendre des choses, ce n'est pas forcément mal. Mais il y a tellement de cochonneries qui sont faites actuellement qu'on pointait ça du doigt et que finalement, tout le secteur nous a pris pour des amiches, etc. Et que les réunions de concertation qu'on a eues avec TF1, avec tout le monde, etc., il n'y a qu'au moment où ils ont pris cette posture d'engagement qui maintenant va être la leur. En fait, tous les matins, on lit dans CB News, Stratégie, dans tous les journaux de com, que voilà, le switch est fait, que tout le monde est plein de bonnes intentions. La ministre dit que s'ils ne vont pas assez loin, elle va les sanctionner. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est proposé avec l'interdiction sur les communications, les publicités sur le pétrole et le gaz, c'est absolument bidon, puisque je crois que j'avais posé la question, ça représente 100 millions d'euros ou quelque chose. J'avais même pas eu les prix en brut et en net. Et en fait, Roselyne Bachelot n'avait pas pu me répondre. Donc, ça, c'est vraiment un non-sujet. Maintenant, le reste, l'affichage, avoir une version plus vertueuse, moi, je crois à ça et je pense qu'on peut faire les choses bien. Mais de toute façon, en fait, le secteur du marketing et de la pub a juste vu que les insights de consommateurs et que les gens étaient volontaires sur ces sujets-là et que c'était une nouvelle manière d'ouvrir d'autres portes de la communication. Et donc, il faut arrêter de nous faire croire. Enfin, bon, excusez-moi, c'est un parti pris, mais quand on était à Bercy, quand Bruno Le Maire dit que si on interdit la pub sur les SUV, etc., dans la presse quotidienne régionale va en souffrir, c'est un argument fallacieux de dire que ça va aller chez Google et Facebook. C'est absolument pas un stratège et c'est une note qui lui a été rédigée, selon moi, par quelqu'un qui lui propose, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et pour autant, c'est mon boulot et j'aime bien ça. Donc voilà, je voulais vous en faire part. Merci beaucoup. Merci Sylvain. C'est intéressant de voir comment
ben voilà, tu as agité tes deux parties de cerveau sur ce débat entre l'un des 150 et puis l'autre publicitaire. On va sur Twitter, c'est un amendement qui devrait passer ou pas passer à pas grand-chose. On va sur le débat, s'il vous plaît, l'amendement de Sarl. Et puis on le met à l'écran en même temps. Supplémentaire. Il aurait le mérite de s'appliquer à l'ensemble des annonceurs, pas seulement à ceux qui adoptent les codes de bonne conduite d'ailleurs, et c'est majeur car dans la version actuelle de ces codes de bonne conduite, les acteurs sont libres de s'engager ou pas. Si je lis d'ailleurs l'amendement qui a été proposé par le gouvernement en ce sens après l'article 5, il me semble que la seule obligation pour les annonceurs aujourd'hui serait de se signaler auprès des autorités de régulation de la publicité. Donc, je trouve que c'est un exercice de transparence assez relative et je vous propose, par cet amendement 7105, ainsi d'aller plus loin. Je vous remercie. Alors, c'est un amendement très intéressant parce que sur cet amendement, le gouvernement nous a, notamment chez Barbara Pompili, nous a dit ce serait bien celui-là, il va passer ou pas passer à pas grand-chose, ce serait bien que vous le votiez, etc. Donc on va voir s'il y a un scrutin public, on va écouter les défenses là-dessus. Je crois qu'en effet, il va falloir qu'on arrive à renforcer la transparence. C'est d'ailleurs ce que nous ferons à l'article 5, avec à la fois un rapport annuel qui sera remis au Parlement, mais qui sera aussi rendu public pour que les citoyens, les associations, les ONG puissent s'en saisir et vérifier, encore une fois, si les engagements qui ont été pris, les engagements volontaires, sont tenus. Après, aller jusqu'à publier tous les investissements publicitaires, outre le fait que je crois que juridiquement, ce ne serait pas possible. Il donne la part des investissements dans les produits néfastes à l'environnement de façon annuelle. Donc on voit que la rapporteure est plutôt contre. L'objectif, c'est de réorienter progressivement la publicité, c'est de mesurer les engagements volontaires qui seront pris. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va faire et ce qu'on va renforcer à l'article 5. Donc, je ferai une demande de retrait au profit des avancées qu'on va pouvoir porter ensemble à l'article 5 sur plus de transparence sur les engagements qui sont pris par les filières. Voilà, donc on sent que la rapporteure, pourtant c'est un amendement de la majorité, la rapporteure est contre. On va voir ce que dit la ministre. À mon avis, elle va dire sagesse. Intéressant, Madame la députée, puisqu'il propose donc la publication annuelle des montants d'investissement publicitaire par type de produit soumis à l'affichage environnemental. On comprend bien, je vous vois pas de tout. Alors, on comprend bien la logique. En fait, il s'agit de pouvoir, à la fin de l'année, faire le bilan des investissements publicitaires en distinguant la part de ce qui est alloué aux produits présentant le moins d'impact environnementaux et les autres. En fait, ça revient à pouvoir distinguer les annonceurs qui jouent le jeu de ceux qui ne jouent pas le jeu. Elle est pour et en ça, l'amendement. Je ne sais pas si elle va réussir à le dire. Intéressant et c'est un exercice de transparence que je regarde avec beaucoup de bienveillance parce qu'il faciliterait l'approche name and shame qui a été privilégiée à l'article 5 à travers les codes de bonne conduite. Néanmoins, j'ai sur la rédaction de l'amendement une difficulté qui fait qu'il s'appliquerait à tous les annonceurs soumis à l'affichage environnemental, autrement dit, même à des PME qui fabriquent un seul type de produit. Et il aurait manqué certainement un seuil de taille d'entreprise. Classique, trop compliqué, donc il faut le retirer, le retravailler. Qui soit acceptable parce qu'on ne peut pas faire peser ce poids sur toutes les entreprises, c'est trop lourd. En outre, il faudrait bien circonscrire le périmètre de ce bilan annuel et la manière dont il est exprimé pour ne pas risquer d'impacter le secret des affaires. Papier parce que sur le fond, elle est pour cet amendement, donc elle est obligée de se plier aux règles et aux arbitrages du gouvernement. Oui, voilà, exactement ce que dit Stab. Je trouve que cet amendement il est intéressant et je note aussi que la ministre n'est pas loin de le trouver intéressant et qu'il y a un petit problème de rédaction. Oui, évidemment, elle le trouve intéressant parce qu'elle est courte, mais elle n'a pas gagné son arbitrage. C'est l'inscrire, le cranter, et puis on a la navette pour le retravailler entre la commission et le retour au Sénat. Ça me semble être comme la majorité, Juan Balanan du Monel dit bon ben on n'a qu'à le voter et puis on le retravaillera au Sénat. On va voir ce que ça va donner. Monsieur Kerlegot, à la parole. Je vous propose qu'on reste un peu parce que c'est intéressant celui-là. Hein. Merci, Président. J'ai écouté avec attention la réponse faite par Madame la Ministre et qui nous renvoie finalement à la rédaction de l'amendement, en renvoyant peut-être à une réflexion sur la manière de circonscrire les annonceurs et donc les petites entreprises. C'est un peu compliqué de leur demander une publication de bilan annuel des investissements publicitaires. Alors peut-être un peu naïvement, mais je pose la question, est-ce qu'en séance,
il est possible de poser un sous-amendement qui circonscrive Bien sûr effectivement qu'on peut poser un sous-amendement la proposition Delphine Bateau de est une des grandes publication. connaisseuses d'ailleurs du sous-amendement en séance, si Delphine est là. Je pense notamment à celles Estelle qui peut ont le intervenir. critère des 100 millions de chiffre d'affaires et plus de 500 salariés et qui réalisent une déclaration de performance extra-financière. On peut pas Voilà, on peut très bien dire c'est que pour les amendement, entreprises qui font plus de 100 millions je le pratique d'affaires. régulièrement. C'est un vrai débat dans la Majo, là. Hein. Simplement, il faut qu'il soit rédigé. C'est pas une idée, un sous-amendement. C'est à tel endroit, on ajoute les mots suivants. Hein. Et en faisant pour le moment, j'en dispose pas. Hein. Députés qui savent faire le sous-amendement en séance. On en a quelques-uns, Émilie Cario, Delphine Bateau et autres, à EDS. On tolère le papier, c'est parfaitement possible, parce que sur Éloi, ça peut être un peu compliqué pour les sous-amendements. Donc, mais il faut que je dispose, moi, que je puisse en disposer, moi. Du coup, je rejoins en tout cas le. Il faut aller très vite, parce qu'on va pas s'éterniser. Il va pas y avoir une suspension de séance là-dessus. Mais alors, j'avais noté, Ils veulent vraiment un sous-amendement, ils font Petit qui a demandé la parole. Oui. Madame Dupont, Madame Sarl également, j'ai bien noté. Ça vous de rédiger quelque chose, hein? Oui, moi je trouve que le seuil de 500 me paraît, c'est celui de la DPEF. Hein, c'est bon, c'est une chose qui existe, qui est solide. 500 salariés, c'est pas les TPE, c'est pas les PME. Ils ont les moyens de s'inscrire dans cette dynamique. Ça correspond complètement à l'esprit de ce que nous recherchons ensemble. J'allais proposer qu'on fasse un sous-amendement, mais comme ça prend 1h30 de pause à chaque fois, vous serez plus rapide que nous et on le soutiendra volontiers. Je pense que soit il y a deux pistes, soit en sous-amendement maintenant, soit on joue sur la navette comme le propose Erwan Baladant, les deux vont bien. Mais en tout cas, c'est dommage dans l'esprit où on est. Voilà, on voit que ça va converger là. Hein. Sans doute l'amendement adopté, mais uniquement pour les entreprises de plus de 500 salariés. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je pense que nous avons besoin de cet amendement. Les démarches et l'ensemble des éléments de ce texte appellent à la responsabilité des annonceurs. C'est une bonne chose, certes, même si pour ma part, j'aurais préféré qu'on soit davantage contraignant. Mais avoir un rendu compte et on voit qu'ils sont. Stella Dupont, députée LREM de Maine-et-Loire. Joue le jeu me semble essentiel. Donc je crois qu'effectivement, nous devons voter cet amendement. Oui, donc Mathieu, prêt, tu vois là, il y a une dissension au sein de la majorité, donc ils ne sont pas d'accord entre eux. Et donc il y a ceux qui défendent l'amendement de Nathalie Sarl, et y compris Je vais être très rapide. au sein de LREM et au sein du MoDem, il y a des dissensions, donc il y a ceux qui veulent voter, et les oppositions veulent voter aussi l'amendement de Nathalie Sarl. Alors, il peut passer, c'est possible. Mais le gouvernement est contre. La rapporteure est contre aussi. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je comprends bien cet amendement de notre collègue Nathalie Sarl. Il est intéressant. Je trouve que, malheureusement, la rédaction de l'amendement n'est pas suffisamment claire. Et moi, je n'ai aucune idée de l'impact que ça peut avoir sur les entreprises à réaliser ce genre de bilan. Je ne suis pas contre, mais encore une fois, on va mettre des contraintes sur les entreprises avant même d'avoir voté l'article 5 qui, lui, instaure un code de bonne conduite. Peut-être qu'on peut aussi se retrouver, si les codes de bonne conduite ne sont pas respectés, et là, durcir. On durcit avant même, c'est comme si on criait avant d'avoir mal. On durcit les choses avant même que les choses soient mises en place. Désolé, Monsieur Balanant. C'est deux du même groupe, ils se chamaillent au sein du MoDem. La grande force du groupe MoDem et démocrate, c'est qu'on a des avis différents. Merci. C'est rare de voir deux députés du MoDem s'empailler un peu en séance. Oui. Il n'a pas ce problème-là, Monsieur Villefranc, il est tout seul dans son Villefranc, le député du Parti communiste. Oui, sur ce point quand même, nous attendons, je crois que et M. Millienne en sera d'accord, nous attendons tout de même l'avis de la rapporteure, parce qu'il y a quand même une question majeure. N'est-ce pas, Madame la rapporteure, attentatoire au droit des affaires? N'est-ce pas attentatoire au droit des affaires? N'est-ce pas attentatoire à la liberté d'entreprendre, Madame la rapporteure? Il se moque un peu de la rapporteure, là, je pense. Je ne t'ai pas oublié, Hugo Viel. Il y a un de nos invités qui se dit, mince, il m'a oublié. Non, tu vas arriver. Et c'est peut-être même Aurélien Attaché que je vois très sérieux, beaucoup plus souriant que d'habitude, beaucoup plus sérieux d'habitude qui va t'interviewer. À ce stade de la discussion. Alors,
Madame Lebec, puis après Jean-Marie Sermier. Qui prend la main Madame pour Lebec. rédiger ce petit sous-amendement qui est assez simple, hein? Merci, Monsieur le Président. Moi, je rejoins ce que disait mon collègue Milienne. Effectivement, je trouve que cet amendement, il est intéressant, mais il arrive un peu tôt. On a dit en début de discussion sur l'article 4 qu'il fallait prendre l'article 4 sous le prisme de l'article 1, de l'article 5. Et là, on va adopter un amendement sans même avoir étudié l'article 5. Donc, je pense qu'on peut se laisser le temps de la discussion d'un article sur lequel on va parler d'engagement volontaire de la filière en matière de publicité. Et ça me semble être plus cohérent que d'adopter cet article qui, si sur le fond est intéressant, nécessiterait en plus quelques améliorations dans sa rédaction. En tout cas, là, si Delphine Bateau ou Émilie Cariou avaient eu du temps de parole, eh bien, on aurait proposé immédiatement le sous-amendement en une phrase. Alors, le rapporteur général prend la parole. C'est que ça devient grave. Alors, on y va. Le chef de la majorité. Oui, donc notre collègue Villefranc avait demandé la parole. C'est les Républicains qui arrivent là. Nous nous inscrivons évidemment dans la logique de ce qui vient d'être dit par notre collègue Miliem sur la nécessité LR ne veut rien faire, c'est logique sur l'environnement. Le coût des entreprises, sur l'organisation des entreprises, parce qu'en fait, on va distinguer les annonceurs qui fournissent les produits les plus vertueux. Bon, une fois qu'on aura fait ça, il faut quand même savoir à quoi ça sert, et il faut une deuxième étude d'impact. C'est une fois qu'on a cet objectif, combien de CO2 va-t-on économiser avec cette mesure? Parce que si on contraint des entreprises sans que pour autant on ait une chance d'économiser le moindre gramme de CO2, eh bien, il nous semble que c'est particulièrement néfaste pour les entreprises et pour la planète, finalement. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Villefranc, ne partez pas. J'allais dire à quel point votre argument était évidemment pertinent sur la question, évidemment, du secret des affaires, puisque vous avez raison, mais je suis ravie que les députés communistes défendent, évidemment, la liberté d'entreprendre. Ce qui est bien avec Aurore Berger, c'est que rien ne l'atteint au fond sur le climat. Elle blague. Merci de ramener du bon sens dans cet hémicycle, Monsieur le député. Bon, plus sérieusement sur cet amendement, moi, je comprends évidemment l'objectif qui est de dire ce que disait notre collègue Stella Dupont. Il faut évidemment qu'on puisse garantir la lisibilité, la mesure, le contrôle des engagements volontaires qui seraient pris. Évidemment, oui. Et c'est ce que nous allons faire à l'article 5, encore une fois, avec plus d'outils de transparence, de mesures, de contrôle qui seront faits chaque année. Ça, c'est nécessaire. À partir du moment où des engagements volontaires soient pris, il faut qu'on puisse garantir l'effectivité de ces engagements. Par contre, aller jusqu'à demander qu'annuellement, quelle que soit la taille des entreprises d'ailleurs, on leur demande de communiquer sur les investissements publicitaires qui sont pris, outre le risque, à mon avis, assez évident de censure du Conseil constitutionnel, parce que c'est encore une fois la liberté même des entreprises d'investir ou de ne pas investir et d'investir où elles le souhaitent et comme elles le souhaitent dans le cadre légal qui leur est offert. Je crois que là, on va vraiment trop loin. Ce qu'il faut, c'est garantir que les engagements volontaires sont tenus, que les engagements pris par les filières sont tenus. Mais leur demander de révéler comment, pourquoi, etc., je crois que ça n'est pas le bon objectif. Donc, renforçons les outils de mesure. On est vraiment dans le cœur de la position de LREM sur cette loi et sur la publicité en particulier. Aucune contrainte pour les entreprises. Attentatoire à la liberté d'entreprendre et au secret des affaires. Madame la présidente de la commission, vous voulez s'exprimer? Non. Alors, on va arriver bientôt au vote. Le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je suis désolé, mais je ne trouve pas l'amendement intéressant, je le trouve déplacé. Donc, pour qu'il commence aussi fort, c'est qu'il n'est pas content d'avoir eu une députée de la majorité, Nathalie Sarl, proposer un amendement contre son avis. On a, dans l'article 1, donc, établi un score environnemental. Notre objectif, c'est de le généraliser le plus possible. Notre objectif, c'est qu'il soit affiché dans toutes les communications le plus possible, de manière à ce que le plus de nos concitoyens soient informés sur l'impact environnemental de ces produits. Et l'étape d'après, c'est qu'on demanderait donc pratiquement à toutes les entreprises, dans tous les secteurs, quels que soient les secteurs, de communiquer leurs dépenses. Pourquoi on ne leur demanderait pas aussi de communiquer leurs investissements commerciaux? Pourquoi on ne leur demanderait pas de déployer aussi, de dire combien en recherche et développement ils développent sur tel ou tel produit, sur des produits plus ou moins énergétiques? On marche complètement sur la tête. Je crois qu'il faut
On demande beaucoup aux entreprises dans ce projet de loi. Il ne faut pas en rajouter. Merci. Oh là, vous sentez la tension là? Est-ce que vous sentez la tension dans la majorité là? Et là, le rapporteur général vient de citer la fin de la réponse. Alors, donc, je ne vois pas d'autres prises de parole. Donc, nous allons... Monsieur Villefranc est en forme ce soir-là. Donc, nous allons voter sur l'amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. C'est un vote à main levée. Essayez d'exprimer clairement votre vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Rejeté. Rejeté. Alors imaginez un amendement dont la ministre voulait, elle avait perdu son amendement, elle avait perdu son arbitrage, et voilà comment ça se passe. Ce que je vous propose, comme j'ai une autre réunion à suivre, je vais vous laisser, je vais passer la parole à Aurélien Taché, député qui est là, qui va animer la suite. Aurélien, fais-moi une promesse. Chouchoute Hugo Vieille, parce que c'est un super jeune et dans les personnes qui m'inspirent sur le climat, auxquelles je pense quand j'ai des coups de mou, je pense à l'énergie d'Hugo. Et comme Camille, comme d'autres, grâce à eux, j'ai été verbalisé devant l'Élysée et c'est dans mes moments donc, que je n'oublierai pas dans ce mandat-là. Donc, chouchoute bien Aurélien, s'il te plaît, Hugo. Et puis, je reste quelques minutes avec vous, puis je pars. À très vite. Aurélien, je te passe le relais. Bon, je ferai de mon mieux, mais là, il y a le Zidane du climat qui part. Hugo, t'es le Mbappé, c'est ça? Donc, il va falloir que tu m'aides parce que moi, je ne suis pas Mathieu. Hein. Je vais faire au mieux pour essayer que vous ennuyiez pas trop. Non, Hugo, je te passe la parole tout de suite. On s'était vus, nous, on s'était croisés. Moi, je sais tout ce que tu as fait pour Youth for Climate in France, même si mon anglais est aussi mauvais que ma connaissance technique sur un certain nombre de sujets. Donc, écoute, je te passe la parole tout de suite. Je pense que c'est bien qu'on t'entende. Et puis, on repartira sur le débat parce que je crois que les moments chauds, là, ils viennent d'être... on vient de les voir tous ensemble. Là. Le mieux, c'est peut-être qu'on en discute un petit peu et qu'on reprendra ce qui se passe dans l'hémicycle un petit peu après. Alors, je te donne la parole tout de suite, Hugo. Yes, merci Aurélien. Salut tout le monde. Du coup, moi, juste pour me présenter en 2 secondes, parce que tout le monde, évidemment, ne me connaît pas. Donc, moi, ça fait quelques années que je suis engagé chez Climate depuis 2018. Climate, c'est une ONG internationale de jeunes. Et avec Climate, j'ai fait plusieurs négociations internationales. On a porté la modification de l'article 1 avec le projet de notre constitution écologique que les citoyens de la Convention ont repris. Et du coup, j'ai été au bureau. Et cette année 2019, en fait, il y a eu Youth for Climate qui a émergé. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de faire partie des personnes qui ont contribué au mouvement. Et puis, avec Climate, avec Déclic, avec Point Éveil écologique, le REFED, Avenir climatique et plein d'autres organisations, on s'est évidemment penché sur la Convention citoyenne pour le climat qu'on a soutenue dès le départ. On a suivi toute la loi climat depuis le début, c'est-à-dire que nous, on se mobilise sur le sujet ça fait depuis décembre qu'on a commencé à voir comment on allait se mobiliser. Et puis, on a eu la chance que Déclic fasse ce super boulot de rédaction des amendements qu'on a pu porter avec eux et puis se mobiliser sur le sujet. Et si on parle de la loi climat et de l'expérience que j'ai là-dessus, moi, je trouve ça génial qu'on soit aussi, qu'on soit autant impliqué sur un sujet aussi important. Et j'avais jamais été aussi intéressé par la construction d'une loi avant. Et ce que vous faites là, je pense que ça montre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de comprendre comment fonctionne la démocratie aujourd'hui en France, de comprendre comment fonctionne le Parlement. Et on voit que c'est assez précis, assez minutieux. Et il y a plein de choses que je ne comprends pas encore sur le rôle des personnes. Je viens d'apprendre qu'on pouvait déposer des sous-amendements. Voilà, il faudra m'expliquer ce que c'est ces sous-amendements. Et en fait, les jeunes, je pense qu'on est... ou en tout cas beaucoup de personnes dans nos orgas, on a appris énormément en suivant ce projet de loi et on se rend compte très rapidement que les sujets qui sont portés dans le projet, en fait, il n'y a pas besoin d'être si expert que ça pour les porter. Et
c'est à la hauteur de tout le monde. Et je pense que le travail qui est fait avec ce live ce soir aussi permet de désacraliser le travail qui est fait par les députés, par les parlementaires, et de montrer qu'en fait, c'est accessible à tout le monde et ça doit être accessible à tout le monde. Et je pense que nous, c'est ce qu'on arrive à faire avec tous les jeunes qui se mobilisent sur le projet de loi climat, c'est de montrer qu'en fait, les sujets, ils sont abordables et qu'on peut les défendre. Et c'est ce qu'on fait justement devant l'Assemblée nationale depuis lundi, où on interpelle les députés, on leur demande de venir discuter. Et ça permet aussi de permettre à d'autres gens qui, justement, comme il le disait au début, il y a des gens qui, en fait, sont même pas engagés dans des assos, qui sont pas engagés plus que ça, qui sont juste sensibles à la question et qui viennent nous voir et qui viennent, en fait, ils sont arrivés lundi parce qu'ils avaient vu une story et en fait, depuis, ils reviennent tous les jours. Et ça, c'est hyper cool. Et puis, encore ce soir, il me le disait, il me disait, mais je suis pas sûr de pouvoir revenir demain, mais je reviendrai la semaine prochaine parce que en parlant avec les députés, on apprend énormément de choses. Et puis, ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, nous aussi, on est capable d'aborder ces sujets-là. Et je pense que c'est ça qui est important aussi aujourd'hui, au-delà de l'enjeu de cette loi climat, parce que, évidemment, cette loi climat, c'est un symbole, hein, j'ai envie de dire, aussi bien de la capacité des citoyens à se saisir de cet enjeu. Sylvain, à chaque fois que je discute avec Sylvain, je suis super impressionné par la qualité, la précision et la capacité qu'il a à expliquer les enjeux, mais aussi, en fait, de voir que des citoyens peuvent faire la loi d'une certaine manière et s'en saisir et comprendre des enjeux qui sont très globaux. Et ensuite, c'est aussi un symbole de ce que le gouvernement veut faire et de quelle ambition le gouvernement veut donner à l'écologie dans le pays. Et justement, je pense que c'est là-dessus qu'on a un peu de mal et qu'il y a des conflits avec les députés de la majorité quand on les vote dans l'Assemblée nationale. Et c'est sur l'ambition qu'ils ont envie de donner au débat, mais aussi aux mesures qui seront votées derrière. Et en fait, là, j'avais beaucoup d'espoir au début que cette loi, on arrive à en faire quelque chose d'assez intéressant, surtout si on reprenait les propositions de la Convention citoyenne. Et plus j'avance, plus je me dis, bah, en fait, ce sera pas à ce moment-là qu'on va faire une bascule, un changement de paradigme qui est pourtant nécessaire. Et parce que après il y a les présidentielles, et puis après il y a une nouvelle administration qui va se mettre en place. Et en fait, une loi climat et une loi qui doit reprendre ces enjeux-là, on n'en aura pas avant plusieurs années. Et en fait, si on met pas des bases hyper ambitieuses tout de suite, eh ben, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de 2030. On est en 2021, les objectifs de 2030, on en parle déjà depuis quelques années. Et là, tous les rapports nous ont dit que le projet de loi n'allait pas atteindre des objectifs. C'est pas ici que je vais le redire. Je pense que tout le monde en a entendu parler de tout ça. Mais du coup, voilà, juste pour conclure, et puis après, Aurélien, je te laisserai enchaîner, mais nous, on est ultra mobilisés. J'ai plein de questions à te poser en t'écoutant, mais je te laisse terminer. Vas-y. Ouais. Bah, moi, enfin, en avançant, en fait, on se dit que le projet de loi climat, il est étudié là, et nous, ça nous permet d'apprendre énormément dans nos organisations, aussi bien sur le lobbying, sur le plaidoyer, comment on discute avec les députés, comment on attire leur attention, aussi parce qu'il y en a qui ne veulent pas discuter. Par exemple, j'ai interpellé Aurore Berger depuis 2 jours pour qu'elle vienne nous parler. Elle n'a pas voulu venir nous parler. J'ai eu son assistante parlementaire au téléphone. Et bah, ça n'a rien changé. Et pourtant, j'aurais adoré pouvoir discuter avec elle, même si je pense qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup, beaucoup de sujets. Mais on apprend énormément de ce projet de loi. Et après, bon, bah, faut voir si on arrive à avoir quelques victoires quand même. Mais en tout cas, nous, on est mobilisés pour ça parce que c'est ce que je disais à Paula tout à l'heure quand elle est venue me voir devant l'Assemblée, c'est que chaque action, chaque choix, chaque demi-degré compte. C'est ce que dit le GIEC. Et ben moi, j'ai envie de dire que chaque article et chaque amendement qui relèveront l'ambition du projet de loi et éviteront des émissions de gaz à effet de serre, et ben ça compte aussi. Bah, écoute, merci Hugo déjà pour ce premier témoignage et cette première prise de parole. Moi, la question que j'ai envie de te poser, tu vois, je me la pose sur le climat, je me la pose sur plein d'autres sujets. C'est à un moment, et j'espère que ce qu'on fait est un petit peu utile pour ça, et je redis vraiment merci à tous les copains députés qui ont rendu ça possible, à Mathieu, à Paula, à tous les autres. Comment à un moment, la mobilisation qui peut être celle de
tout un tas de nos concitoyens, de beaucoup de jeunes, sur notamment le climat, sur ce que vous avez fait, vous, depuis un certain nombre d'années, et les marches pour le climat. Et encore une fois, on le dit et on le redit, nous, souvent, en tant qu'élus, mais il faut le redire encore ce soir, on n'aurait pas bougé et l'opinion n'aurait pas évolué aussi vite si, à un moment, la jeunesse n'était pas emparée de ce sujet, s'il n'y avait pas eu les grèves du vendredi, s'il n'y avait pas eu ce que tu as fait avec d'autres, s'il n'y avait pas eu Greta Thunberg partout. Comment on fait pour qu'à un moment, ces mobilisations-là, justement, ce soit pas que du move, que ce soit pas que et qu'on essaye de passer le switch sur le côté partisan institutionnel. Je crois que le débat de ce soir, c'est une partie de la réponse, mais c'est vrai que c'est quand même moi ça que je note vraiment. Tu vois, moi je me suis engagé, je suis un peu, je sais pas, je ne veux même pas te demander ton âge, mais moi j'ai 36 ans, je me suis engagé il y a une bonne quinzaine d'années en politique. Pour nous, c'était naturel d'aller vers les partis, d'aller vers les institutions, d'aller vers l'élection. C'était un chemin, tu vois, pour changer les choses. Moi, j'ai l'impression que ça l'est un peu moins pour la génération actuelle. Et sur les enjeux de climat, pourtant, bah oui, tu le dis, si on avait une majorité à la hauteur, si on avait un gouvernement à la hauteur, on aurait une loi à la hauteur des enjeux. On a eu une convention citoyenne à la hauteur. Vous avez fait les manifs qu'il fallait, vous êtes bougé, on a une jeunesse qui est à la hauteur. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est, bon, OK, nous, on essaie de jouer notre rôle, quelques parlementaires un peu engagés, un peu libres, etc. Mais je ne sais pas si tu arriverais à convaincre beaucoup de... combien il y a de jeunes qui suivent Twitch ce soir, combien il y en a qui voudraient... Qui vient devant l'Assemblée, vous êtes nombreux, vous arrivez à mobiliser. Est-ce que pour votre génération, c'est encore là que ça se passe? Est-ce que, et comment vous allez passer l'étape d'après? Parce que l'étape d'après, c'est d'être ici, hein, c'est de voter la loi à vous. Et cette espèce de, finalement, de lien qu'on essaie de créer ensemble sur les mobilisations de la société civile, de la jeunesse, et ce qu'on essaie de faire nous dans les institutions. Comment toi tu vois le truc? Comment vous voyez tous d'ailleurs les choses, tous ceux qui êtes ici ce soir dans ce débat? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour que les mobs deviennent du changement législatif, institutionnel? Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, quoi, parce que je crois que vous avez su bouger. Vous avez su bouger les choses sur un certain nombre d'aspects, vous nous bousculez nous, on est là pour essayer de relayer la parole, et en même temps, j'ai l'impression quand même que pas mal de gens dans votre génération se disent que tous ces aspects plus politiques, partisans, institutionnels sont peut-être un peu, voilà, qu'il n'y a plus grand-chose à en attendre, et puis que ici, sur les bancs de l'Assemblée, il y a encore pas mal de gens qui se disent que ce que vous faites dans la rue, c'est bien sympa, mais enfin, bref, je crois que tu m'as compris. Donc moi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Ouais, c'est une question énorme que tu poses, hein. Je pense qu'il y a Athénaïs qui parlera tout à l'heure qui pourra aussi en discuter. En fait, la question que tu poses, c'est un engagement citoyen et la pratique de la citoyenneté, dans quel cadre elle se fait, avec qui et avec quelle finalité. Parce qu'au final, tout ce qu'on fait, nous, on fait tous de la politique ici. Rien que le fait de parler d'un sujet climat, j'ai envie de dire, est politique. Le fait qu'on fasse une mobilisation de l'Assemblée est politique. Ensuite, sur la question des partis politiques et de l'engagement plus partisan, et évidemment, c'est une question où il y a plein de gens autour de moi qui se la posent. Et c'est de se dire, en fait, est-ce que la politique, ça va pas, si on y va, ça va pas nous comment dire, est-ce que c'est pas le côté obscur de l'engagement? Est-ce que c'est pas là qu'on va aller chercher le pouvoir, on va aller chercher la fame, on va aller chercher tous ces trucs-là? Et en fait, plus on s'engage, plus on se dit qu'en fait, si on veut, dans les ONG, en fait, on a beau faire le plus de bruit qu'on veut, on a beau se mobiliser dans tous les sens, au final, c'est le décideur politique. Et du coup, les élus, le gouvernement qui donne le là et qui dit ce qui est accepté ou non. Et on a beau bouger dans tous les sens. C'est ce qu'on fait tous ici, de faire des nuits beaucoup trop courtes, de bosser le week-end, d'être partout et de parler avec tout le monde pour essayer de voir comment on peut avoir le plus d'influence possible pour faire passer ce pour quoi on se bat. Mais au final, c'est le décideur politique qui a la décision finale. Et donc, la question, en effet, c'est comment on arrive
à créer du lien qui va de la mobilisation dans la rue, de la mobilisation citoyenne, jusqu'à la prise de décision politique et la transformation de ce qui se passe dans la rue. Et j'ai l'impression que il y a quelques années, le lien entre mobilisation, et c'est peut-être parce que j'étais pas encore engagé et du coup je le voyais pas, mais j'avais l'impression, en tout cas de mon point de vue, le lien avec le politique ne se faisait pas parce qu'il y avait une confiance inexistante. C'est-à-dire que moi, dès que j'entendais parler de politique, en fait, je mettais 25 filtres sur ce que j'entendais parce que c'était hyper compliqué d'accorder de la confiance à quoi que ce soit. Et bah là, on en a une preuve parfaite avec le sans filtre de Macron. Il fait une promesse, il la répète plusieurs fois en disant sans filtre, sans filtre, sans filtre. Au final, on se retrouve avec ce projet de loi. Et du coup, je pense qu'il y a... moi, ma perception, elle est en train de changer sur le lien avec le politique. Et après, ça dépend aussi quand on... Donc, moi, j'ai 22 ans et je commence à être un peu engagé vraiment sur ces questions. C'est-à-dire que là, le projet de loi climat, j'ai l'impression de savoir un peu de quoi je parle, alors qu'avant, j'allais dans la rue juste parce que j'avais la sensation qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Au moment du Youth for Climate, par exemple, j'étais là parce qu'il fallait que je sois là et parce qu'il fallait qu'il fallait exprimer quelque chose. Je savais pas encore quoi, j'avais pas encore bossé sur les sujets, j'avais pas encore gagné cette expérience qu'on a en étant plusieurs années dans les assos et les organisations. Mais au fur et à mesure, plus on avance et plus on se dit, mais si je fais ça, si je me mobilise, c'est pas juste pour me faire du bien, c'est pas juste pour exprimer une colère, pour exprimer une ambition de vie ou exprimer je sais pas quoi. En fait, il faut que ça arrive à un résultat. Et ce résultat-là, ben, ça passe par le politique. Et c'est comme ça que le lien se recrée aussi avec le travail politique, avec ce qui se passe à l'Assemblée, avec ce que raconte le gouvernement et en fait avec le jeu partisan, tout simplement parce que on se rend compte au final, et on en parlait cet après-midi avec les députés du groupe Agir, c'est que les députés et ce qui se passe au sein de l'Assemblée, c'est aussi ce qui se passe dans la société française. Et c'est-à-dire que, en fait, il faut qu'on prenne notre part là-dessus dans ce débat-là, parce que ce qui se passe à l'Assemblée est aussi représentatif de ce qui se passe dans les villes et de ce qui se passe chez nous. Et je pense que sur cette question, Lou ou Camille, peut-être que vous pouvez rebondir aussi sur le lien peut-être entre le politique et le politique partisan et le politique de la vie de la cité. Merci Hugo, je fais juste un petit point. Voilà, je pense que tu as dit beaucoup de choses sur cette forme d'engagement-là, donc tu m'as fait la transition, Hugo, c'est super sympa. Que les uns et les autres puissent nous dire aussi de là où ils sont. Je sais que Lou était un des premiers engagés sur la question écologique dans le syndicalisme étudiant, que beaucoup d'entre vous ont des formes d'engagement diverses sur cette question. Donc continuons là-dessus, dites-nous comment on peut faire, puis après, si vous voulez, on rejette un œil en séance. Juste un petit point sur la séance, Aurélien, si tu veux bien. On vient de commencer l'article 5 et tous les amendements de suppression de cet article, notamment portés par la France Insoumise, Delphine Batho, etc., ont été rejetés. Sachant que je vous rappelle que cet article 5, c'est le fameux article « Tout va réussir avec l'autorégulation de la pub », en mettant des codes de bonne conduite qui en fait existent déjà. Entre les publicitaires et le CSA. Camille, on te laisse la parole. Oui, merci. C'est juste avant de vous laisser bientôt, parce que je vais bientôt y aller. C'était pour parler de ce lien en fait avec les politiques et pour répondre à la question de Sylvain. En fait, on en a beaucoup de liens, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et en fait, il faut se rendre compte qu'il y a ce qu'on voit derrière là sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit dans nos actions qui sont visibles, interpellations, tout ça. Mais il y a aussi ce que vous voyez pas et qui est en fait des échanges vraiment constants avec à la fois les scientifiques, ça pour être au cours en urgence, les chargés de plaidoyer des différentes ONG, etc., qui nous forment sur les sujets. Et nous, après, on a accès à plein de décideurs ou de décideurs économiques et politiques. Décideurs économiques, après l'université d'été du MEDEF, j'ai quand même retrouvé à avoir plein de chefs d'entreprise qui voulaient me parler. Et au début, j'y connaissais rien. Et donc, en fait, j'ai pu m'appuyer sur aussi des experts qui m'expliquaient. Et en off, derrière, on a des questions hyper intéressantes
on a des discussions qui vont vraiment dans le fond, et c'est le cas aussi avec les décideurs politiques. J'ai passé 1h30 dans le bureau de Djebari, du ministre du Transport. Enfin, on n'aurait pas ce matin aussi, j'étais avec Najat Vallaud-Belkacem. Enfin, on a constamment des discours, enfin des échanges avec eux, parce qu'ils voient bien, ils ont un intérêt politique pur. C'est pas parce que ça les intéresse de savoir, enfin, pour beaucoup, pas réellement ce que pensent des petites jeunes de 22 ans, mais parce qu'ils se rendent bien compte qu'on a aussi une tribune, qu'aujourd'hui, une partie de la population nous écoute, cette jeunesse qui se révolte un petit peu, et que donc notre voix est importante à prendre en compte dans leur prise de décision. Donc, ils viennent un peu prendre la température, et des fois, on a des vrais débats de fond. En fait, il faut bien comprendre qu'on n'est pas que contre, que là, typiquement, nous, ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale, donc pour ceux qui débarquent, on y est tous les jours, depuis le début des débats jusqu'au 17 avril, jusqu'à la fin des débats, tous les après-midi. Donc, vous pouvez venir nous voir, et donc nous, il y a plein de députés qui viennent nous voir et avec qui on échange très concrètement. C'est pas qu'un espèce de rapport de force vide ou de soutien, où il y a des fois des choses qui arrivent qui sont très concrètes. Typiquement, là, il y avait Jennifer de Timmermans qui s'était trompée en mettant un amendement sur les engrais azotés. Et en fait, c'est grâce à une discussion qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait signé un amendement qu'elle ne soutenait plus, et donc elle a retiré, et elle a fait un tweet en disant merci à ces jeunes pour ces débats intéressants, et heureusement qu'ils étaient là parce que ça m'a permis de faire la lumière sur un amendement. Donc, du coup, c'était bon pour les engrais azotés. Donc, en fait, tout ça pour dire très concrètement, parce que Hugo, tu as parlé plus intellectuellement du truc, du lien, donc en fait, c'est de la politique parce que c'est de la police au sens de mettre sur la table des idées qui concernent le bien commun, au sens de gestion de la cité. Il faut juste, voilà, le petit point que je voulais dire, c'était, il y a ce qu'on voit sur les réseaux, et puis il y a tout le travail qu'on fait en dehors des réseaux, de lobbying direct, qui est immense et qui est quotidien, quoi. Et pas encore assez important, parce qu'on devrait beaucoup plus encore avoir accès à beaucoup plus de gens encore plus haut placés, bien évidemment, mais il faut se rendre compte que ça existe, en fait. C'est tout. Peut-être aussi répondre à la question de Sylvain qui disait comment les 150 citoyens, on peut vous aider, vous les jeunes qui vous mobilisez devant l'Assemblée. Venez nous voir, ce serait canon. Enfin, déjà parce que je pense que les gens qui passent, ils seraient trop heureux de rencontrer des gens de la Convention citoyenne. Pour nous, ce serait aussi hyper enrichissant, en fait. Puis il y a des députés qui passent. Enfin, je pense que c'est toujours intéressant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous relier de temps en temps aussi, à venir avec nous. Il n'y a pas que des jeunes en plus. On est alors un petit peu plus, mais en vrai, il y a des gens pour qui c'est la première action, qui étaient retraités, Donc, n'hésitez pas à passer, en fait. Si vous passez à notre permanence à l'Assemblée, ça peut être un super moyen de croiser des députés, de parler de votre expérience de la Convention citoyenne aux gens qui sont là, qui vivent ce que vous vivez à un dixième de micro, mais qui a un peu ce truc-là de retrouver ce sentiment citoyen, de prendre ce pouvoir quelque part. Je pense que ça peut donner beaucoup de courage aussi à tous ces jeunes qui sont là, ces moins jeunes qui sont là aussi. Donc ça pourrait être vraiment très cool. Et puis on pourrait faire de la vulgarisation, parce qu'on a petit à petit, on s'établit. Au début, on s'est juste planté là avec des pancartes à 5, et puis maintenant, on a envie de faire du contenu de vulgarisation aussi, de formation des gens qui sont sur place sur les enjeux liés aux mesures, de vulgarisation sur les réseaux sociaux, parce que c'est une action qui fait parler, qui nous apporte de la presse, et donc ça veut dire qu'on peut avoir un temps de parole dans l'espace public sur ces questions-là. Donc je pense que ça pourrait être vraiment très cool. Venez donc nous voir. Ouais. Pour compléter là-dessus, c'est vrai qu'on a des chargés de plaidoyer qui viennent nous parler des sujets qui sont traités. Par exemple, là, à l'Assemblée, il y a le débat sur la pub. Il a pris du retard parce que nous, on pensait qu'il serait traité ce matin. Bah oui, c'est parce que ce matin, du coup, il n'y avait pas de débat. Mais hier, on a Thomas de Résistance à l'agression publicitaire qui est venu nous expliquer, article par article, ce qu'il y avait de proposé et quels amendements, eux, ils portaient, eux, ils soutenaient quels étaient les enjeux. Tout à l'heure, il y a Alice de Zero Waste France qui est venue nous parler de la consigne et du vrac pour nous expliquer les enjeux qu'il y avait aussi là-dessus. Donc, c'est les articles 11 et 12 qui viendront plus tard. Et du coup, en fait, on a les chargés de plaidoyer aussi qui viennent se rendre disponibles pour expliquer aux personnes qui sont présentes, et aussi pour que les personnes qui sont présentes, elles ne se fassent pas entourlouper par les députés qui viennent les voir, parce que il y a des personnes qui m'ont dit tout à l'heure, en fait, les discussions, elles deviennent très vite techniques. Et quand on ne connaît pas bien les enjeux, on se fait emmener quelque part, et on a des députés. Donc là, c'était des députés du groupe Agir. J'avais Juliette qui me disait, en fait, moi, je connaissais rien au sujet, et s'il n'y en avait pas eu quelques-uns qui connaissaient, qui pouvaient répondre sur les points techniques, moi, je serais juste allé dans leur sens, parce que on n'avait pas la connaissance du sujet. Donc là-dessus, il y a aussi des chargés de plaidoyer des organisations qui seront dispo pour vulgariser ce qui se passe au sein de la haine. Et du coup, il y a aussi, par exemple, il y a Delphine Bateau qui est venue nous voir tout à l'heure, et puis on a pu beaucoup discuter aussi sur
On a parlé des lobbies, on a parlé de la démocratie, on a parlé des sujets qui étaient traités, de différentes mesures. Enfin, voilà, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça fait un peu agora devant l'Assemblée nationale et on recrée du lien. Et enfin, c'est super. Demain, du coup, ce sera de midi à 18h. Ce sera Lou qui sera là parce que moi, j'ai rendez-vous avec un de vos collègues dans sa circonscription en Eure-et-Loire. Du coup, là, je suis à Dreux. Et voilà, du coup, venez parler si vous ceux qui sont en train de regarder. Il y en a, je sais, qui étaient déjà là aujourd'hui et qui regardent, mais venez nous voir. Et puis, c'est toujours hyper cool de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, et si je peux me permettre d'ajouter un tout petit truc, c'était pour dire vraiment, c'est arrêter l'autocensure. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont l'impression que voilà, ils sont pas assez compétents pour parler de certains sujets, mais il suffit juste d'être formés et informés, et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce que les citoyens ont fait pendant toutes ces semaines de travail. Et finalement, à la base, peut-être que vous ne vous sentiez pas, Sylvain, je vous laisserai en parler vous-même, mais peut-être qu'à la base, vous ne sentiez pas forcément légitime de parler de certains sujets. Et pourtant, on vous a donné tout clé en main, on vous a donné un peu de temps pour comprendre les enjeux, on vous a donné des savoirs scientifiques pour appréhender en fait tout ce qui se passait. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Déclic, c'est qu'on n'est pas des scientifiques de renom ou autre, c'est juste on est des étudiants qui ont passionnés par certaines questions, et on a approfondi le sujet, on a des professeurs qui nous ont conseillés, on allait parler à des acteurs de terrain, et on a fait des propositions, et aujourd'hui on en est là par exemple, c'est aujourd'hui qu'il y a un des articles qui était défendu par Delphine Bateau qu'on a rédigé sur la sobriété numérique qui est passé. Certes, ce n'est pas ce qui va changer la loi climat, mais ça fait extrêmement plaisir. Et c'est pour vraiment que tout le monde, enfin tous ceux qui regardent et tous ceux qui veulent s'engager d'une manière ou d'une autre, c'est que tout le monde peut apprendre très rapidement et peut s'engager d'une manière qui lui correspond à chacun. Donc, on vous invite à nous rejoindre. Et Sylvain, si vous voulez passer demain ou un autre jour avec d'autres de la Convention, ça serait avec grand plaisir. C'est très, très enrichissant, autant humainement que intellectuellement. Merci beaucoup à toutes et tous. Je crois qu'il y avait encore l'autre Lou qui ne s'était pas exprimé. Moi, j'aimerais bien l'entendre aussi sur la manière dont on intéresse les étudiants et ceux qui s'engagent dans le syndicalisme et comment on fait du syndicalisme étudiant écolo. Donc Lou, si tu veux bien, je te donne tout de suite la parole. Eh bien, je la prends volontiers. Et donc, c'est vrai que ces questions, elles sont de plus en plus structurantes. On l'aperçoit dans la jeunesse. On voit vraiment, enfin, Hugo, enfin, moi, je souscris vraiment tout à fait à ce que Hugo a dit tout à l'heure sur le fait que globalement, beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas forcément à la politique, qui parfois peuvent même avoir de la défiance, et ce n'est pas que chez les jeunes, c'est globalement dans toute la société. Il faut quand même pas oublier que cette convention citoyenne qui est à l'origine de ce projet de loi climat a été mise en place pour répondre en partie à une crise démocratique qui était la crise des Gilets jaunes, et donc essayer de refaire du lien entre le citoyen et la politique. Et ce lien-là, les jeunes en ont vraiment besoin, et l'écologie est vraiment un vecteur très particulier, parce que on a toutes et tous conscience du problème, des problèmes, pas forcément extrêmement précisément, pas forcément dans la technique, comme ce qui a pu être dit tout à l'heure, mais pour autant, ça force à s'y pencher, à s'y intéresser. Cette loi climat le force aussi, en fait, met à l'agenda cette question, même si malheureusement, elle ne résoudra pas à elle seule la crise, et effectivement, il faudra vraiment s'appuyer sur les prochaines échéances, notamment électorales, pour essayer d'aller beaucoup plus loin et enfin trouver potentiellement des solutions complètes. Donc, sur cette question étudiante, bien sûr, les étudiants et les étudiantes sont également concernés dans ces questions. Il y a un gros paradoxe au niveau des campus universitaires, c'est qu'en fait, ce sont des lieux d'ébullition du savoir, de la connaissance, où beaucoup de gens apprennent, réfléchissent, essayent de trouver des réponses, des solutions, etc. Et donc, c'est un lieu qui est censé aussi voir l'avenir, pouvoir essayer de comprendre les enjeux de demain, et pour autant, ces campus eux-mêmes sont vraiment en retard dans la transition écologique.
il y a extrêmement peu de campus qui ont commencé à vraiment se mettre, à vraiment prendre des mesures là-dessus, que ce soit sur la rénovation thermique, sur le fait d'adapter les formations, parce que c'est l'enjeu en fait. Les formations, c'est aussi comment faire comprendre à toutes et à tous les enjeux, quelle que soit la filière, même si c'est une filière qui est tout à fait éloignée, qui paraît éloignée de ces questions environnementales, de ces questions écologiques, il y a toujours des liens entre quelle que soit la filière et l'environnement, la transition écologique. Je sais que le REFED, qui est une grosse organisation, une fédération d'associations, fait beaucoup de travail là-dessus. Et c'est aussi le rôle des syndicats étudiants, parce qu'un syndicat étudiant est fait pour défendre l'étudiant en tant qu'individu, pour essayer de pousser certaines choses, acquérir des droits, etc., etc. Mais le droit à avoir un futur, en fait, c'est aussi, bien sûr, un droit. Et donc, il a fallu essayer de pousser un peu les organisations qui, à la base, n'étaient pas forcément sensibilisées elles-mêmes à ces questions, à les prendre en main. Donc on s'aperçoit là qu'il y a une grosse inertie au sein des organisations qui pour certaines, n'ont pas comme but premier l'écologie, des organisations qui ne sont pas forcément des organisations partisanes ou des organisations, des partis politiques. Donc, bien sûr, si on extrapole un petit peu aux partis politiques, on remarque qu'il y a encore effectivement énormément de travail, et c'est le rôle de Camille qui était là tout à l'heure, de Hugo, de Lou, de faire des choses comme ça, et bien sûr, enfin de nous tous en fait, de nous tous et tous, et il y a aussi l'enjeu de changer les institutions elles-mêmes. Et donc, pour le moment, on voit que les institutions actuelles arrivent à prendre quand même, il y a quand même des petites avancées dans ce projet de loi climat qui sont à remarquer, comme ça ne serait pas forcément hyper pragmatique de ne pas les remarquer. Par contre, cette loi, comme j'ai dit tout à l'heure, ne résoudra pas le problème. Et donc, c'est l'institution en elle-même qu'il faut changer. Et c'est là où la jeunesse a toute sa place aussi, tout comme la Convention citoyenne, ces expériences qui sont extrêmement intéressantes. Mais la jeunesse a vraiment toute sa part, parce que dans l'associatif, dans le syndical, dans le politique, etc., l'interaction entre ces trois domaines, mais aussi, bien sûr, l'économie, les startups, etc. Enfin, il y a des choses à faire partout. Et vraiment, la jeunesse est motrice là-dessus et n'y sera que plus dans les années à venir. Merci Lou. Est-ce que vous voulez qu'on aille un petit peu en séance ou est-ce qu'on poursuit le débat? On décide ensemble. Hein. Ouais, je pense que ce serait bien. Voter 1 pour aller au débat, voter 2 pour rester là. Pour la fin de l'article 5 et le débat sur l'autorégulation, oui ou non. Bon, Delphine, si on retourne en séance, je compte un petit peu sur toi pour... Tu connais ce texte tellement mieux que moi. Uniquement à l'affichage environnemental du gouvernement. Merci. Sur le 7072, avis de la commission, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Sermier, bon, vous avez d'abord défendu l'amendement et puis ensuite vous avez, défendu autre chose. Alors, sur cet amendement, je considère que justement les dispositifs de corégulation, ils permettent de répondre aux enjeux qui peuvent être des particularités qui existent sur un certain nombre de nos territoires. C'est tout l'intérêt d'avoir des dispositifs de corégulation. C'est de pouvoir aussi essayer d'être plus fin dans les dispositifs qui pourraient être mis en œuvre, y compris en particulier, comme vous les avez cités, pour les collectivités territoriales, les collectivités d'outre-mer. Ensuite, sur les engagements auxquels vous avez fait référence, vous en avez cité un, mais vous auriez pu citer tous ceux que la ministre a listés, qui concernent non seulement la filière communication, les filières automobiles, la filière de l'affichage extérieur. Donc, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, parce que d'un côté, vous ne voulez pas de cet article, de l'autre, vous considérez qu'il ne va pas assez loin. D'un autre côté, vous ne voulez pas interdire les énergies fossiles. On peut peut-être baisser un peu le son. Aurélien, je ne sais pas si tu veux, mais on peut montrer un exemple de publicité censurée par l'autorégulation en France. Je l'ai en partage d'écran, si ça vous amuse. Je pense que tout le monde la connaît, mais peut-être pas tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur Twitch. Ça, vous voulez? Ouais, carrément. Ouais, allez, alors je vais partager mon écran. Alors, je n'ai pas le partage d'écran, donc il faut que l'animateur ou l'animatrice
Non, j'ai... Tac, ça y est. Hop. Là, ça devrait être bon. Alors, il faut juste que j'ai la vidéo. C'est parti. There's a new day dawning. There's a new day. There's a new day dawning. Donc, c'est la FUB tout à l'heure qui rappelait que cette publicité, en fait, a été censurée par l'organe de régulation de l'autorégulation en France, comme exemple marquant, en fait, de à quel point un fonctionnement en fait sans régulation publique, en fait, voilà, ça aboutit à censurer une publicité qui est notoirement favorable à l'écologie. Et juste un dernier petit mot sur l'article 5, mais David peut compléter, c'est qu'en fait, il y a un gros problème de constitutionnalité de cet article 5, puisqu'il vient d'y avoir une décision du Conseil constitutionnel qui a censuré les chartes d'autorégulation, vous savez, des pesticides dans les communes, en disant, en fait, une politique publique environnementale, on ne peut pas s'en remettre à une logique d'autorégulation, en fait. Et en fait, beaucoup de juristes pensent que les dispositions de l'article 5, là, qui sont en train d'être discutées et votées, en fait, tout simplement, ne sont pas constitutionnelles. J'ai une petite question moi, sur la publicité qu'on a vue. Les motifs de la censure ont été rendus publics ou Ouais, c'est que ça nuisait à l'industrie automobile, qui est un des premiers budgets publicitaires de France. Enfin, c'est pas dit comme ça, hein, mais ça revient à ça. C'est que c'était de la publicité, vous savez, de dénigrement, quoi, que ça dénigre l'automobile, cette publicité. Et sur l'article 5, Delphine, tu disais que c'était l'autorégulation qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Et du coup, elle a été censurée pour les pesticides. C'est-à-dire, il y avait un article de loi sur les pesticides qui disait il n'y a pas de règle sur l'épandage des pesticides, vous savez, à côté des maisons. Ça va être des chartes volontaires décidées par les chambres d'agriculture. Donc, ça revient à de l'autorégulation, en fait. Et le Conseil constitutionnel, il a dit non, une politique publique, elle ne peut pas s'en remettre à un tiers qui doit faire son autorégulation, d'autant qu'en fait, il y a la Charte de l'environnement qui garantit à tout citoyen le droit de participer aux décisions ayant un impact sur l'environnement. Et donc, c'est en particulier l'avocat Arnaud Gossman qui a longuement développé ce point de vue. Vous pouvez consulter sur son blog, je vais mettre dans le chat, le fait que l'article 5, il ne respecte pas la Charte de l'environnement, en fait. Et du coup, il faudrait dire directement dans la loi, et du coup, potentiellement dans l'article 5, ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas, plutôt que dire, en fait, faites un peu comme vous voulez et juste faites bien. C'est exactement ça. Bon, très bien. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu en séance? Est-ce qu'on refait un petit tour de table sur comment on poursuit un petit peu la conversation et surtout la manière dont vous, les uns les autres, vous voyez la possibilité de continuer à se mobiliser, à s'engager. Vous faites beaucoup déjà, hein, la manif, vous allez la tenir à peu près aussi longtemps que ce contre-débat. Je crois que c'est prévu pour 3 semaines. Peut-être qu'on peut faire un point dessus, juste sur les horaires, sur les dates, pour pas qu'il y ait des gens qui se pointent au moment où on n'y est pas. Donc, on y sera. Lou, elle y sera demain à partir de midi et jusqu'à 18h. Lundi, comme c'est férié et qu'il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale, on verra personne, donc on n'y sera pas. Mais à partir de mardi et mercredi, on y sera de 14 à 18 et jeudi, vendredi de midi à 18. Parce que la préfecture ne nous laissait pas y être le matin quand il y avait des séances toute la journée. Du coup, on y va le midi.
et la semaine d'après, ce sera certainement pareil. En fait, ça dépend de vos séances et de quand les amendements sont discutés. Et puis après, à voir sur la troisième semaine comment ça se passe. Mais est-ce que j'avais une question pour les députés, est-ce que ça ira jusqu'au 17 la séance, ou alors ça dépend du texte, et si tout n'a pas fini d'être discuté le 17, donc c'est-à-dire la fin de la troisième semaine, qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est impossible parce qu'il y a le temps législatif programmé. C'est quoi au niveau du calendrier? Ça marche comment? Ah, on n'a plus de députés au bout de la ligne. On repose la question, à mon avis. Bien, on est là, mais Aurélien, il n'est plus là? Il y a Paula aussi. Oui, voilà, je crois qu'on avait prévu une petite transition parce qu'on aura des nouveaux invités qui vont arriver. Là, encore 4 jeunes qui arrivent à 22h30. Vous êtes évidemment invités à rester, hein, les autres, et à continuer à échanger ensemble. C'est marrant parce que vous aurez vu dans une même soirée un peu trois styles d'animation, hein. Il y aura eu Mathieu avec ses allers-retours très dynamiques, hein, en séance, Aurélien avec son style plus interview profonde sur le fond, etc. Et puis moi, je vais vous faire des petits exercices, là, des petites réactions avec des preuves à conviction, des petites vidéos pour déclencher un peu un débat entre nous sur des questions comme le clivage générationnel, comme l'éco-anxiété, comme les moyens de mobilisation des jeunes en ce moment. Et donc, on va passer à ça, si ça vous va. Décision on peut se faire publique un petit jingle de transition, le jingle favori de tous nos suiveurs, nos viewers et nos viewers.